Avez-vous remarqué que Noël, c'est avant tout une grande histoire de confiance? Marie qui accepte de mettre au monde le Fils de Dieu, rien que cela. Joseph qui accepte de prendre le rôle de papa sur la demande d'un ange apparu dans un rêve, pas évident non plus. Et enfin Dieu qui fait suffisamment confiance au monde pour y envoyer son Fils. Ça vous inspire? Pas trop, oui je sais, l'optimisme et la confiance ne sont pas les valeurs les plus à la hausse ces temps-ci. Commençons cette semaine par les champions de l'angoisse, le chômage, l'exclusion et la pauvreté. Dans son rapport annuel, le Secours catholique note encore une progression de la précarité en France. Allez, juste un chiffre. 400 000 personnes de plus en un an vivent sous le seuil de pauvreté. Les femmes seules ou en famille monoparentale sont toujours en première ligne. Les diplômes protègent de moins en moins et les loyers figurent en haut de la liste des impayés. De quoi regarder d'un autre œil nos crèches de Noël. Jésus qui naît sur la paille avec un bœuf pour unique système de chauffage. Et l'image est d'un coup beaucoup moins bucolique. Bref, ça questionne. Peut-on retrouver confiance quand l'exclusion sévit ? Et c'est vrai que la vie est dure parfois pour tout le monde, pour certains plus que d'autres, évidemment, d'où l'importance d'avoir confiance. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à vous, Robert Scholtus. Bonjour. Bonjour, on va vous retrouver chaque dimanche de l'Avent pour nous aider à retrouver cette flamme de la confiance. On en a besoin, confiance en nous-mêmes, confiance en l'autre bien sûr, et puis confiance dans la vie, tout simplement, malgré des situations très difficiles comme l'exclusion sociale, notre sujet ce matin, une réalité que vous connaissez bien. Rémi Tricard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Emmaüs Défi. Quelle est cette association ? Emmaüs Défi est une structure qui accompagne les personnes qui ont connu la rue ou qui ont vécu dans des situations de grande exclusion et leur propose un travail pour qu'elles retrouvent une dynamique de confiance en soi et qu'elles puissent engager un parcours d'insertion pour retrouver une place digne dans la société. Donc on a l'activité traditionnelle du mouvement Emmaüs que beaucoup d'entre nous connaissent, la collecte, le tri et la vente des objets qui sont donnés par des particuliers. Et sur cette activité, sur ce métier-là, on va pouvoir tirer le fil de la remobilisation par le travail pour que les personnes avancent sur le chemin de leur parcours pour une place qui sera plus adaptée et où ils pourront retrouver un travail, essayer de retrouver un logement, améliorer leur situation de santé. On va aller dans un grand magasin d'Emmaüs à Paris dans quelques instants. Peut-être une réaction, Robert Scholtus, déjà. Travail et confiance, c'est lié pour vous ? Oui, c'est lié parce que le travail, c'est bien plus que le gagne-pain nécessaire. Le travail, c'est ce qui constitue la dignité de l'homme, ce qui met en valeur sa créativité, sa participation à la vie sociale. Le problème, c'est que le travail aujourd'hui connaît des formes dégradées, mais c'est sûr que le travail, une profession, c'est la condition d'un bonheur, si je puis dire, d'un bonheur social. Alors qu'on a le sentiment que la vie économique, sociale dans ce pays est de plus en plus dure, Oui. avec ce chiffre effarant quand même. 400 000 personnes de plus qui vivraient sous le seuil de pauvreté en un an seulement. Ça vous désespère pas, ça, Rémi Tricard ? Moi, ce que je vois, c'est que, effectivement, quand on met des personnes qui sont dans ces situations de difficulté, de pauvreté, en situation de travailler ensemble, de réaliser ensemble une activité, en fait, c'est un levier qui est extrêmement puissant, justement, pour les remettre en mouvement. On va avoir la possibilité on voit les personnes qui peuvent travailler ensemble. Chez Emmaüs Défi, on est beaucoup dans ce que nous, on appelle le faire avec. Ça veut dire que toute l'équipe travaille ensemble et réalise ensemble cette activité pour participer au tri des objets, à la vente pendant les fins de semaine quand on a les ventes le samedi. Et en fait, on se rend compte que travailler ensemble, ce lien social, il est très puissant. Ça redonne du sens à la vie de la personne et ça lui permet en fait de retrouver une estime de soi-même. Parce que quand on a vécu des années dans des situations de grande précarité, dans des situations de rue, en fait, on a complètement détruit cette image de soi. Et le fait de pouvoir avoir des collègues, de pouvoir avoir une fiche de paye, toute cette reconnaissance en fait qui va avec le travail, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et nous, c'est là-dessus en fait qu'on s'appuie au départ pour que la personne puisse vraiment engager un parcours
et se remobiliser. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans un reportage. On va aller sur le terrain dans un des grands magasins d'Emmaüs de Paris, le plus grand à Paris. On vous a suivi pendant une journée. Rémi Trécart, c'est parti. Les camions sont déchargés ici, après ils vont être dispatchés dans les différents ateliers, et en particulier dans l'atelier d'écran. Dans les sous-sols d'Emmaüs des filles, des myriades d'objets vont connaître une nouvelle vie. Bonjour, ça va? Ici, on trie, on teste, on répare. Une nouvelle vie. Bonjour. Un peu comme les salariés en insertion qui travaillent dans cet atelier. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Youssef est l'un d'entre eux. Après de nombreuses galères et sans travail depuis 4 ans, il est arrivé ici il y a 1 an. Comme un tremplin, ce contrat d'insertion lui a permis de retrouver une fiche de paye et tout ce qui s'ensuit. Ça m'aide à avancer parce que maintenant que j'ai un logement et que je travaille, c'est un temps partiel. Retrouver de la confiance en soi, retrouver des relations avec les collègues, venir au travail, reprendre un rythme où on vient quotidiennement dans une activité. Tout ça, ça met un petit peu en mouvement. Mais je suis moins isolé maintenant, j'arrive à rencontrer des gens, à parler avec des gens et tout, c'est ce qui est bien. C'est l'avantage qu'il y a, c'est qu'on s'entende bien, quoi. Bravo. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Situé dans le 19e arrondissement de Paris, Emmaüs des filles emploie 150 salariés en insertion. Encadrés par du personnel permanent, tous mettent la main à la pâte pour valoriser des objets mis en vente dans ce gigantesque magasin de 950 mètres carrés. Une véritable caverne d'Ali Baba où l'on trouve de tout, le rayon star, les vêtements. Camille fait toute la mise en place, prépare le rayon. Arrivé d'Afrique suite à de gros problèmes de santé, Camille a dû se battre pour éviter de sombrer dans la précarité. Depuis février, il se relève grâce à Emmaüs des filles, conscient que ce temps passé ici n'est qu'une étape. Je me suis intégré dans le milieu du travail. Il ne fallait pas que je reste comme ça sans rien faire. Progressivement, on va pouvoir construire le parcours avec tous les collègues pour pouvoir préparer l'après-Emmaüs des filles. Ça m'aide beaucoup et je continue toujours d'avancer. Voilà, Rémi Trécart est avec nous sur ce plateau. Je reprends vos mots, progresser, construire, reprendre confiance. Voilà des mots importants. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on a vu, Robert Schultus? Écoutez, ça m'a fait penser à une rencontre récente que j'ai faite. Un jeune érythréen qui s'avance vers moi et qui me dit « Vous me reconnaissez ?» Voilà, je suis content, j'ai trouvé du travail. Donc il s'agit d'un réfugié dont j'avais fait la connaissance. C'était pas à Emmaüs, c'était dans le cadre d'un accueil du Secours catholique où il pouvait trouver là nourriture, douche, etc. Et un atelier de peinture. Et dans cet atelier, voilà, avec d'autres compagnons, il peignait avec beaucoup de talent. Et ce qu'il peignait, c'était sa traversée de la Méditerranée, quoi, son histoire. Et j'ai eu l'occasion aussi de faire une exposition dans l'église où je suis. Et voilà, c'était pour dire que le travail reconstruit, mais que en même temps, pensant à cet exemple-là, il y a beaucoup de manières aussi, il y a beaucoup de voies qui permettent de retrouver sa dignité, de retrouver des frères, de pouvoir progresser, d'avoir un horizon, et puis de retrouver aussi un peu de joie dans une existence extrêmement rude. On a besoin de l'autre pour se relever quand, en effet, comme vous le dites, l'existence parfois est rude, c'est le mot, violente. Et j'ai beaucoup aimé aussi plusieurs fois le verbe se relever. Voilà. Enfin, pour moi, là, on y est. Se relever, c'est le vocabulaire même de la résurrection, quoi. Quand dans l'Évangile on parle du Christ ressuscité, c'est dans ce langage-là. Il a été relevé d'entre les morts. Et je pensais à une anecdote aussi un épisode important, magnifique, dans les Actes des Apôtres. Vous savez, c'est Pierre, au lendemain de la résurrection, prêche avec ses compagnons le Christ ressuscité. Ça se passe à la belle porte, comme on dit, au temple de Jérusalem, et s'avance vers lui un mendiant,
un mendiant paralysé, enfin du coup il ne s'avance pas, il est devant lui, et Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom du Christ, lève-toi et marche. Et voilà, je cite ça pour dire que la solidarité peut faire des miracles. Vous en avez conscience? Moi, je citerai peut-être un autre Pierre, en fait. Oui, oui. C'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, tout simplement. Qui, effectivement, en fait, cette année, le mouvement Emmaüs fête ses 70 ans. Et en fait, le moment fondateur du mouvement Emmaüs, c'est le jour où l'abbé Pierre rencontre Georges, qui est en fait un bagnard qui, revenant du bagne, a tenté de se suicider parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait plus vraiment de vie, de famille qui l'attendait. Et l'abbé Pierre lui dit à ce moment-là, « J'ai rien à te donner, mais puisque tu es prêt à en finir, viens et aide-moi à aider les autres. » Et c'est vrai qu'il y a cette confiance incroyable qui est faite à ce moment-là. Et d'une certaine façon, cette valeur-là, cette idée-là, elle est extrêmement présente dans tout le mouvement Emmaüs. Chez Emmaüs Défi, entre autres, nous, on pratique en fait l'accueil sans sélection, c'est-à-dire que les personnes qui viennent chez Emmaüs Défi, elles sont reçues et on ne va pas avoir d'entretien d'embauche, on ne va pas avoir de prérequis professionnels. On dit tout le monde peut travailler, on va adapter le niveau et les exigences du travail à la personne, alors que partout ailleurs, on adapte les personnes au travail. Et nous, en fait, ce pari-là, en fait, ça va nous permettre de mettre les personnes directement en activité et ensuite va se mettre en mouvement, en fait, cette revalorisation qui va générer tout un tas de changements et d'évolutions chez la personne, avec entre autres tout le lien social dont on parlait déjà, mais la confiance qui aussi est très présente dans l'action qu'on va faire ensemble, dans l'idée qu'il y a une énorme solidarité entre les personnes qui travaillent là. Chacun arrive comme il est. Donc vous imaginez bien qu'il y en a certains qui sont capables de faire beaucoup, d'autres qui sont capables de faire moins. Ouais. Voilà, des personnes qui ont connu des difficultés, qui ont 25 ans ou 62 ans, et qui vont pouvoir ensemble travailler et faire vraiment cette production. C'est quand même 5 à 7 tonnes de marchandises qui rentrent tous les jours. Il faut être efficace, hein, c'est pas... On a quand même un enjeu de travail. Il y a un enjeu de travail qui va les faire avancer. Comment intérieurement, vraiment, on se reconstruit? Alors, je veux bien que la solidarité aide en partie, mais quand on est, je sais pas, quand on a fait un voyage pas possible à travers le monde en tant que migrant, quand on a passé plusieurs années dans la rue, comment cette résurrection, vous la voyez revenir, quoi? Enfin, comment vous la voyez, vous voyez ces personnes reprendre vie, en fait? Nous, ce qu'on constate, c'est certainement une alchimie complexe et un ensemble de choses. Nous, finalement, on n'est pas vraiment sachant par rapport à ça. On constate que l'action qu'on va mettre en œuvre, que cet environnement de travail, que ce travail réalisé ensemble, que le fait qu'il y ait ces relations de confiance entre les salariés, entre les équipes et les personnes qui font de l'accompagnement social, le fait qu'il y ait un rythme de travail quotidien qui soit repris et qui fasse que la personne aussi physiquement va aller mieux, tous ces éléments-là font que les personnes se redressent. Et quand je dis qu'elles se redressent, il y a vraiment un effet physique. C'est spectaculaire de voir au bout de quelques mois comment des personnes sont méconnaissables et vont vraiment se trouver mieux physiquement. Et ce mieux physiquement, évidemment, il est une expression extérieure de choses qui se passent à l'intérieur. Et les personnes vont pouvoir commencer à se projeter ensuite dans un parcours pour lequel on va aussi pouvoir les accompagner. C'est touchant, Robert. Oui, c'est touchant. C'est possible, ça veut dire surtout, que c'est possible. Voilà, ça nous permet de dire c'est possible. C'est une réalité. Et de réaliser aussi la force, l'énergie qui est au cœur de ceux-là même qui sont au plus bas souvent. Nous sommes comblés, enfin nous, je parle de nous, mais nous n'avons plus peut-être ce qui caractérise celui qui est dans la précarité, qui est démuni, c'est le désir, la recherche, la rage de vivre qui vient
qui vient à la rencontre justement de l'entraide, du soutien et de la confiance surtout que les autres peuvent lui apporter. Qu'est-ce qui vous touche, vous, Rémi Tricard, chez ces gens que vous voyez se relever? Moi, quand je rencontre quelqu'un comme Richard qui a passé 6 ans, qui a perdu son travail depuis 6 ans, qui est dans la rue depuis 5 ans, qui a des problèmes d'addiction à l'alcool, qui a des dettes. En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment des potentiels en chacun, que chacun peut avancer et que finalement, moi ce qui me touche, c'est cette alchimie de ce lieu, de cette activité, de ce projet qu'on porte chez Emmaüs Défi qui fait que ces personnes-là, elles se trouvent entraînées et elles arrivent à remobiliser leur énergie parce qu'il faut pas se tromper, hein, l'énergie c'est eux qui l'ont, le projet c'est eux qui le mettent en œuvre. Nous on va les accompagner, c'est ce qu'on leur demande, d'avoir envie d'être accompagnés, mais finalement le chemin c'est à eux de le faire. Et donc moi ce qui me touche c'est de me rendre compte que c'est possible. Quand j'ai rejoint ce projet-là et quand j'ai eu envie de m'engager dans cette association, c'était parce que je me disais peut-être qu'avec ce travail chez Emmaüs Défi, je pourrais effectivement aider ces personnes que je croise quotidiennement dans les rues, dans le métro et pour lesquelles on ne sait pas quoi faire. Et là, on se dit que c'est possible. Il y a pas mal de personnes qui aident, qui mettent la main à la pâte. On vous a demandé de nous aiguiller vers quelqu'un qui aide à reprendre confiance. Cette personne s'appelle Patrick, il a une petite entreprise. Et regardez, Patrick va vous étonner. Je m'appelle Patrick Wong, j'ai 31 ans, je suis à la tête de la société Le Cadet Traiteur. Alex, il l'a refait ou pas le sac? On produit de la nourriture pour des événements tels des mariages, des cocktails ou des buffets, des petits déjeuners pour les sociétés comme les particuliers. Tu dresses et après tu vas récupérer le reste. Donc on a un partenariat avec Emmaüs Défi où on a recruté trois employés. Hossein et Saïd sont en cuisine et Lucio, lui, est plus en livraison. Hossein et Saïd viennent d'Afghanistan. Ils ont fui notamment la guerre, tout simplement, et ils ont eu un parcours comme tous les réfugiés. On sait très bien que l'adaptation est plus longue. On sait très bien qu'on doit surveiller 2 fois ça. Mais en même temps, nous, si on fait ça pendant 6 mois, eux, on les garde pendant 3 ans, 4 ans, je vois pas ce que ça dérange en fait. Les 3 commandes, elles sont différentes? Ils sont vraiment très 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 importants en fait dans la société. On se dit si maintenant ils partent, on va galérer pour reformer. Ça va prendre du temps. Ça c'est la vérité. J'ai toujours été élevé comme ça où on aide un peu tout le monde. J'ai pas fait quelque chose de miraculeux, j'ai pas fait quelque chose de grandiose, j'ai juste embauché des gars quoi. En vrai c'est ça. Et j'ai toujours été partisan de faire la réinsertion par le travail et non pas par l'associatif pur. Parce que le fait de faire de travailler, d'avoir un salaire, ça donne à ces gens-là une responsabilité personnelle. On se rend compte que ces personnes-là peuvent beaucoup nous donner à soi-même en tant qu'individu, mais même à la société. Et c'est surtout ça le moteur maintenant qui m'anime chez Emmaüs Défi. Une fois que ça roule, une fois qu'ils peuvent poser leur congé quand ils veulent, partir un peu en vacances, là on sait que ça c'est gagné. Là le défi il est amplement relevé. Si nous, on se lève tous les jours pour faire bosser des gars de chez Emmaüs Défi, les grands patrons, je pense qu'ils n'auront vraiment pas de difficulté à le faire. Allez, merci. On se voit demain. Vous commencez à quelle heure? Voilà pour l'appel de Patrick au grand patron. Et ce témoignage, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait confiance comme ça. Il le dit, hein, j'ai rien fait de miraculeux, j'ai juste fait confiance. Et puis on est loin d'un certain romantisme de la charité. C'est pragmatique, c'est efficace et ça repose justement sur la confiance qu'on fait à l'autre. Ça demande aussi de prendre un certain risque qui n'est pas énorme non plus. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui mériterait d'être recommandé à beaucoup d'autres entreprises. Et aux téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que ça veut pas dire qu'on peut tous faire quelque chose quelque part, là où on est? Est-ce qu'il n'y a pas un appel à lancer, là? Bon, c'est sûr que voir un petit reportage comme ça fait extrêmement plaisir parce que ça montre à quel point, en fait, c'est possible. Et en fait, Patrick, c'est quelqu'un de très inspirant pour moi parce qu'il s'engage au quotidien.
il a beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité dans ce qu'il dit, mais il montre aussi un chemin que d'autres peuvent suivre. Nous, on a besoin de partenariats de toutes sortes. Bien sûr, on travaille énormément avec les institutionnels, on travaille avec des entreprises qui nous soutiennent par des dons financiers, par des dons d'équipement, ou comme cette petite entreprise qui embauche les salariés. Mais on a aussi besoin de travailler avec les citoyens, avec chacun. On a aussi besoin de l'aide de tous les téléspectateurs parce que ce qu'on vend dans les magasins d'Emmaüs, ça vient des maisons de tout un chacun, des objets dont on n'a plus besoin et qu'on peut donner à Emmaüs. Il y a des Emmaüs partout en France, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et on peut aussi aller acheter. Donc j'en profite pour faire un peu de publicité. Mais voilà, c'est aussi au niveau des entreprises. Les entreprises peuvent s'engager, donc tout le monde a un rôle à jouer dans la lutte contre l'exclusion. J'aimerais vous faire réagir à une phrase qu'on connaît tous. On a tous déjà entendu cette phrase. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Alors, après tout ce qu'on a dit ce matin quand même, est-ce qu'elle n'est pas un peu choquante quand on la lit au premier degré, cette phrase, Robert Scholtus? Bien sûr, elle est choquante, d'autant qu'en général, elle est mal traduite. C'est très compliqué, la traduction. Dans le texte grec, excusez-moi, dans le texte grec, ce qui désigne... Monsieur le théologien. Non, ce qui désigne le mot que nous traduisons par pauvre, il est beaucoup plus, j'allais dire, plus riche que le mot pauvre. C'est heureux le mendiant, le suppliant, celui qui est rempli d'un désir, et souvent... Vous savez, on traduit pauvre de cœur maintenant, pauvre en esprit. Et dans le texte grec, il y a le pneuma, l'esprit. Donc celui qui mendie, qui est affamé de vivre de l'esprit, de la vie même. Qui a un désir de vie, en fait. Voilà, un profond désir de vie. Opposé au riche, qui lui est saturé. N'a plus de désir. Le pauvre, c'est celui qui sait qu'il a besoin des autres. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre. Si pauvre en ce sens. Dans ce sens-là. Que personne ne se suffit à soi-même. Celui qui se suffit à soi-même, qui vit donc sans pneuma, sans souffle, eh ben, il s'essouffle et il s'étouffe et il meurt. Donc c'est là... C'est ce que signifie cette bénédiction des pauvres. Non pas contentez-vous de votre malheur, bien entendu. C'est pas ça. Ça vous parle, ça, pour conclure? Moi, je dirais simplement que, sans référence théologique, mais pour moi, ce que je vois là, c'est la capacité des personnes à recevoir. Et c'est ceux qui sont en capacité de recevoir et de se mettre dans une relation où, en fait, on va accueillir ce que me donne l'autre. On va pouvoir... être dans ce lien, et c'est ce lien qui met en mouvement, c'est ce lien qui est extrêmement fécond et qui fait qu'on arrive à, ensemble, avancer et à aller plus loin. Et donc, pour moi, c'est un peu à cette idée que ça me fait penser, avec tout ce que ça peut produire de profils complètement différents, qui viennent de différents pays du monde et qui ont connu des galères aussi nombreuses que compliquées, et qui finalement arrivent à avancer ensemble. Et tous ensemble, on arrive en se soutenant les uns les autres à avancer, à faire que ceux qui étaient dans la galère hier soient dans une situation un peu meilleure demain. Merci. En tout cas, on restera sur cette image positive, cette confiance réelle. C'est une réalité que vous vivez au quotidien, Rémi Tricart. Vous restez avec nous, car maintenant, il est temps de passer à la culture. C'est aussi une histoire de confiance, la culture. Bonjour Constance de Bonaventure. Bonjour à tous les deux. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, on va commencer avec un film maintenant qui aborde, qui résonne avec tous les thèmes qu'on a abordés ce matin. Un film de Robert Guédiguian, mais qui est peut-être un petit peu difficile comme film. Alors, c'est un film très sombre, mais qui dénonce les excès du capitalisme et surtout l'exclusion sociale qui en découle. C'est l'histoire de Daniel. Il sort de prison et son ex-femme l'a prévenu qu'il était devenu grand-père. Daniel rentre donc à Marseille et il retrouve sa fille Mathilda qui lutte par tous les moyens pour boucler ses fins de mois. On va regarder un extrait de la bande-annonce. C'est du prénom, ça, Gloria. Et toi, tu travailles, Mathilda? 3 mois, je suis à l'essai. Puis après, on sera viré comme d'hab. T'es libre? Ah, je suis pas un taxi, monsieur. Je t'en fous, faut que je trouve, bordel! On va vous prendre à la petite, comme ça vous aurez pas la nourrice à payer. Vous pourriez faire un geste pour ta sœur, non?
Pourquoi tu crois qu'on fait pas d'enfants? Parce qu'on veut réussir. Pensez qu'à vous. On n'a même pas de quoi se payer une nourrice, Nico. Voilà, on est des moins que rien. J'aime bien me promener avec elle. Je lui raconte de belles histoires, les histoires que je t'ai pas racontées. Alors moi j'ai été particulièrement touchée justement par le regard de Daniel, lui qui sort de prison. En fait il se bute à un monde sans rêve, à une espèce de société du jetable, et c'est vraiment ce que dénonce ce film, hein. L'intérêt aujourd'hui prime sur la fraternité, sur les liens fraternels et même familiaux, parce que vous le verrez si vous allez voir le film, que Mathilda est prête à tout pour posséder ce que sa sœur possède. Gloria Mundi, allez le voir, ça sort, c'est déjà dans vos salles depuis mercredi dernier. Et on a entendu cette phrase, on est des moins que rien. Parfois on a des images très négatives de soi-même quand on est dans la précarité, Rémi Tricard. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent même plus compte ou n'imaginent même plus quel chemin ils peuvent faire et comment est-ce qu'on pourrait retrouver en fait une place dans cette société. Et c'est vrai que en fait, les aiguiller, leur donner un soutien pour qu'ils aient la bonne information, pour qu'ils osent. Ça, c'est important. Ça va être important. On poursuit avec maintenant un très joli spectacle, on change un peu de registre, que vous venez d'aller voir, de la danse classique, un classique de chez classique, j'ai envie de dire. Oui, c'est le Boléro de Ravel. Alors c'est un ballet sublime qui est joué par une troupe qui nous vient tout droit de Russie. C'est un hommage en fait à Maurice Ravel, mais notamment à son œuvre la plus connue qui est le Boléro. Je vous propose qu'on écoute et qu'on regarde un extrait, à mon avis ça va vous parler. Alors le Boléro de Ravel, c'était en fait une œuvre de commande. C'est son amie et mécène, la danseuse Ida Rubinstein, qui a demandé à Maurice Ravel de lui composer, de lui créer pour elle un ballet à caractère espagnol. Ida Rubinstein, qui est donc la figure centrale de ce ballet. Alors vous l'avez vu, les costumes, les décors sont simples, mais splendides. On rentre vraiment dans la magie de ce spectacle. C'est idéal pour tous les âges. Renseignez-vous bien, parce que le spectacle passe partout en France. Je vous donne quelques dates. Le 5 décembre à Pau, le 6 à Agen, le 7 à Bordeaux, et ça continue jusqu'au 2 février. Et ça fait rêver. Merci Constance. D'ici quelques minutes, nous allons retrouver la messe en direct, comme chaque dimanche, de Nieppe, dans l'église Notre-Dame de Bon Secours. C'est dans le nord de la France. Et juste à côté, Constance, vous avez déniché cette église assez originale. Oui, alors on va rester dans le nord, direction Comines. Nous partons visiter l'église Saint-Chrysole. Alors comme beaucoup d'églises du nord, elle a été détruite pendant la Grande Guerre et reconstruite dans les années 20 dans un style très original. Vous le voyez, d'inspiration gréco-byzantine, Saint-Chrysole a la forme d'une croix grecque, mais elle est aussi très influencée par l'art déco. On va aller à l'intérieur, regarder ce décor très coloré et ses formes géométriques. Alors l'architecte, c'est Don Paul Bello, un moine bénédictin qui cherchait à soigner la liturgie. Pour lui, l'Église doit se prêter à la célébration et tout est donc fait pour que les regards convergent vers l'autel, grâce à sa structure surprenante, mais aussi grâce aux grandes ouvertures et aux vitraux qui laissent rentrer la lumière facilement. Cette église est construite en béton armé ainsi qu'en briques rouges, ce qui étaient des matériaux qui étaient relativement modernes pour l'époque. Et on va regarder pour finir ce dôme magnifique recouvert de carreaux polychromés qui ajoute une nouvelle touche de gaieté à cet édifice décidément très original. Merci Constance. Merci Rémi Tricard d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir redonné un peu de confiance. Et Robert, on se retrouve dimanche prochain également sur ce thème de la confiance. Tout de suite, c'est direction Nieppe pour la messe en direct, messe qui a été préparée avec beaucoup de cœur par une équipe paroissiale très active dans un milieu social marqué, on en parlait aujourd'hui, par une grande précarité. Regardez, très belle célébration à tous.